En 2021, j'ai sorti le premier tome de ma BD Fuse et Didier. 3 ans plus tard, 5 tomes sont sortis et le 6e est en préparation. Aujourd'hui, je vais vous dire combien j'en ai vendu, combien est-ce que ça me rapporte, et surtout rentrer plus en détail sur le process de création de ces bandes dessinées et sur l'industrie de l'édition en général. Partie 1, les bases du projet. La première fois qu'on m'a contacté à propos de ce projet, c'était en 2019. J'ai reçu un message de la part de Frigiel qui me demandait si on pouvait s'appeler pour se parler d'un truc. Je crois d'ailleurs que c'était une des premières fois où je parlais avec lui, donc vraiment ça partait de nulle part. C'est-à-dire que Frigiel, c'est un petit peu le pionnier dans l'univers de l'édition Minecraft. Ça a été l'un des premiers à sortir une bande dessinée en France avec sa bande dessinée Frigiel et Fluffy. Il m'appelle et il me dit « Ouais, mon éditeur cherche à produire plus de bandes dessinées en rapport avec des youtubeurs. Est-ce que t'es intéressé ?» À ce moment-là, je trouve l'idée cool. Alors évidemment, il faut voir comment ça se passe, quelle est la quantité de travail que ça va me demander, est-ce que j'ai un total contrôle sur ce qui va être fait ou est-ce que juste on met mon nom sur un truc et je peux rien dire. Il y a encore plein de zones grises qu'il va falloir éclaircir. Mais je trouve que l'idée d'avoir un truc physique qui peut se trouver en magasin, bah c'est trop stylé. Et dites-vous qu'en plus, à cette époque-là, il n'y avait même pas les peluches Didier, donc ça aurait été vraiment mon premier merch. Mais d'abord, laissez-moi vous parler d'un navigateur pas comme les autres. Opera, c'est LA garantie d'utiliser un navigateur qui va pousser le confort d'utilisation au max. Et tout ça en quelques clics seulement. Vous pouvez retrouver tous vos réseaux à un seul endroit, accéder à vos playlists en un clic, et tout ça, ça vous permet de pas avoir des onglets ouverts de partout. C'est centralisé et hyper rapide d'accès dans la barre latérale. Si vous voulez partager des contenus et faire des screenshots, Opera a ajouté un petit bouton tout mignon juste là-haut, là. Vous le voyez? Comme ça, vous avez plus l'air con à essayer d'utiliser l'outil de capture d'écran ou chercher un raccourci screenshot. Vous cliquez, vous choisissez la zone, et ensuite, vous pouvez rajouter des annotations en plus. Voilà, c'est plié. Super simple, non? Pareil, toujours en un clic, vous pouvez être tranquille sur internet avec un VPN et un adblocker qui sont totalement gratuits et intégrés à Opera. Un ajout bien sympa pour ceux qui sont sur ordi portable, c'est l'économiseur de batterie. En une petite manipulation, dès que vous êtes plus branché à l'alimentation, ça va automatiquement optimiser les performances du navigateur pour gagner jusqu'à 1 heure de batterie en plus. Et bien sûr, impossible d'oublier le Tab Island, ma fonctionnalité préférée de très loin. Grâce à ça, ça n'a jamais été aussi facile de ranger tous les onglets qu'on a d'ouverts. Ah, ça fait du bien quand c'est clean comme ça quand même. Il y a plein d'autres outils disponibles, alors n'hésitez pas et téléchargez Opera avec mon lien en description. Et encore merci à eux pour leur soutien sur la chaîne. Donc on rentre en contact avec l'éditeur, on discute. Je vois qu'ils ont quand même un esprit assez ouvert là-dessus, c'est-à-dire que globalement j'ai à peu près carte blanche pour faire ce que je veux, et en parallèle je travaillerai avec un scénariste et un dessinateur pour m'alléger du travail un petit peu rébarbatif. En gros moi j'aurai l'idée un peu générale, et après derrière bah, je suivrai un petit peu la réalisation un peu de loin. Je reviendrai dans une deuxième partie sur le processus de création des bandes dessinées, mais globalement c'est ce qu'ils m'ont dit. Je vais pas vous mentir, à ce moment-là j'étais assez emballé par le projet, surtout que j'avais une idée qui était très précise. Je voulais reprendre un petit peu l'idée de la trame narrative que j'avais sur Minecraft Modé, avec une grosse entreprise un petit peu tyrannique qui s'appellerait la Fuse Corp, et Didier qui serait un petit peu l'assistant du grand patron, et le grand patron qui est complètement diabolique, mais qui s'en rend pas compte. C'est-à-dire exactement le plot twist des BD actuels. Bon, du coup au final moi j'étais plutôt emballé par le projet. Je trouve que en termes de liberté créative qu'il me laissait, bah c'était vraiment très cool. En termes de charge de travail que ça me demandait, ça me demanderait pas non plus trop de temps. Et surtout, ça permettrait d'avoir un truc un peu en rapport avec la chaîne, physique, qui serait présent dans les magasins. Parce que c'est ça l'avantage de signer avec un éditeur, c'est que il a beaucoup de contrats de distribution. Les contrats de distribution, c'est ça qui permet d'avoir des bandes dessinées à la Fnac, dans les Cultura, dans les trucs, dans les machins, et pas seulement sur un site internet ou dans des librairies un petit peu obscures. En parallèle de m'avoir appelé, Frigiel, il avait aussi appelé 3 autres youtubeurs de la sphère un petit peu communauté Minecraft. Ça a créé pas mal de drama, mais ça je reviendrai dessus un petit peu dans la partie un peu plus chiffres et combien ça rapporte de faire une BD. Parce que vous allez voir, il y a un plot twist un petit peu rigolo. Partie 2, la confection d'une bande dessinée. Bon, là c'est cool, on est d'accord avec l'éditeur, on signe un contrat ensemble, voilà, qui dit, voilà, ok, on va faire les bandes dessinées. Nous, l'éditeur, on s'occupe de ça. Toi, tu t'occupes de faire un petit peu l'histoire et de gérer la partie communication. Et on s'entend là-dessus. C'est vrai que l'éditeur, il me met en contact avec Jean-Christophe. Jean-Christophe, c'est le co-scénariste des bandes dessinées Fuse et Didier. Et c'est avec lui qu'on écrit la trame et le contenu des BD Fuse et Didier. C'est-à-dire que Jean-Christophe, c'est quelqu'un qui connaît très bien à la fois l'univers des BD et à la fois l'univers de Minecraft. Parce que c'est notamment lui qui a travaillé dès le début sur les BD Frigiel et Fluffy. C'est aussi lui qui a travaillé sur les BD de Sifano. Il a travaillé sur les BD de Furious Jumper, enfin bref, voilà, en gros, c'est un petit peu le gars que tout le monde appelle pour l'aider à faire des bandes dessinées. Bon, alors là, le truc, c'est qu'on part de zéro. Le premier truc qu'il va falloir qu'on fasse, c'est établir un petit peu le synopsis de la bande dessinée. Moi, dès le début, je sais que ce que je veux faire, c'est des tomes qui sont à la fois indépendants et qui à la fois se suivent. Un petit peu comme les bandes dessinées quand j'étais petit, c'est-à-dire qu'il y a une évolution dans l'histoire d'un tome à l'autre, mais que chaque tome puisse être lu indépendamment. C'est-à-dire que vous comprenez quand même l'histoire, même si vous commencez au tome 3.
3. C'était l'objectif. Et je pense que jusqu'ici, on a plutôt respecté ça. Au niveau du ton, j'avais vraiment envie qu'il y ait une espèce de double lecture, à la fois que ça puisse être lu par les plus jeunes, parce que je sais que j'ai une grosse partie de ma communauté qui est assez jeune, mais j'aime bien avoir une espèce de double lecture un petit peu sarcastique. Bah, en fait, ça fait un peu con à dire comme ça, mais sur les dérives du capitalisme, un peu comme ce que je fais sur Minecraft modé en fait. En réalité, quand je crée un truc d'indice écologique, quand je parle de trucs de taxes, de machin, c'est des choses qui résonne aussi potentiellement avec des gens qui sont plus âgés et qui comprennent peut-être un petit peu mieux les enjeux. Je dis pas que c'est parfaitement fait, même si objectivement je trouve que vraiment le ton est le truc à propos duquel je suis le plus fier dans ces BD. Je trouve qu'il y a un espèce d'esprit critique un petit peu cynique à l'intérieur que j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, c'est le truc que je veux absolument garder sur les bandes dessinées. Ça pour le coup, c'est quelque chose à propos duquel on a pas mal discuté avec Jean-Christophe. On a essayé d'établir un petit peu une idée pour le premier tome, qu'est-ce qu'on allait faire dedans, qui étaient les personnages, comment est-ce qu'ils allaient être représentés, est-ce que ça allait tout être des blocklignes cubiques, est-ce qu'il allait avoir des humains. Moi je savais que je voulais reprendre vraiment l'univers de Minecraft modé, c'est un truc que j'ai dû pas mal lui expliquer pendant pas mal de temps, et une fois qu'on a validé un petit peu le concept général de la série, il a fallu commencer à chercher un dessinateur. Parce que oui, spoiler, c'est pas moi qui allais dessiner, vu mon niveau qui est complètement éclaté. Ce qui s'est passé, c'est que mon éditeur, qui a quand même pas mal de contacts dans le domaine de tout ce qui est dessinateur, ils ont fait faire plusieurs croquis à plein de dessinateurs, histoire de trouver un style qui pourrait coller. On a eu vraiment beaucoup de propositions, moi je savais exactement, en fait j'avais vraiment un visuel assez précis de ce que je voulais, mais au final, le dessinateur, ou plutôt même la dessinatrice qu'on a retenue, c'est Ornella Greco, qui s'est occupée de tous les tomes depuis le tome 1, et vraiment le style, je le trouve vraiment nickel. Mais encore plus important je trouve que le style de dessin, c'est le style de coloriage. C'est un truc qui est sous-coté, mais en fait en réalité je pense que les couleurs qui sont choisies, le ton des couleurs, est-ce que c'est lumineux, est-ce que c'est sombre, est-ce que c'est coloré, est-ce que c'est terne, c'est quelque chose qui fait vraiment toute l'ambiance de la bande dessinée. Et là-dessus on m'a encore fait des propositions avec différents coloristes qui étaient repassés dessus, avec différentes propositions de couleurs. Au final, celle qu'on a choisie, c'était celle-là. Et encore une fois, je pense toujours que, enfin, je regrette pas, même 3 ans après. Je trouve que c'était vraiment le meilleur jeu de couleurs, un truc un petit peu coloré. Donc à partir de là, on a à peu près une idée générale de ce qu'on veut faire. Et ensuite, on a notre coloriste, notre dessinatrice. C'est parfait. Maintenant, il faut rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce qui se passe, c'est que Jean-Christophe et moi, on va établir exactement qu'est-ce qui va se passer dans le premier tome. Donc on commence par faire un synopsis un petit peu plus détaillé. C'est un document d'à peu près 2-3 pages qui explique ce qui va se passer dans le bouquin. On fait des allers-retours. Donc ce qui se passe, c'est qu'on fait un appel un petit peu long avec Jean-Christophe. On dit ok, dans ce tome, ça serait cool qu'il se passe ça. Ensuite on ferait ça, etc. Voilà. Et ensuite, lui, il va travailler sur le synopsis. Il m'envoie le synopsis, je lui fais des retours, il fait des modifications, il m'envoie. Enfin voilà, on fait des allers-retours là-dessus jusqu'à ce que le synopsis soit validé. Une fois que le synopsis est validé, Jean-Christophe, c'est là où il va faire vraiment le gros de son travail. C'est qu'il va découper ce synopsis en plusieurs planches. Une planche, en gros, c'est une page de la bande dessinée. Ça, par exemple, c'est le script du premier tome de la BD Fuse et Didier. Donc en fait, comment ça se présente? On a la première planche, donc la première page, et ensuite c'est détaillé case par case, ce qu'il doit y avoir à l'intérieur. Donc plan large sur l'immeuble de la Fuse Corp. Bienvenue dans un monde où le capitalisme ça compte, où tout est à dimension inhumaine. Et si on regarde sur la BD finale, on retrouve bel et bien 3 cases. Bienvenue dans un monde où le capitalisme ça compte, où tout est à dimension inhumaine, mais respectable. Enfin voilà, bref, en gros, c'est comme ça, page par page, sur les 46 pages qu'il y a dans chaque tome. Et une fois que c'est fait, on envoie le script des planches à la dessinatrice. La dessinatrice revient avec une version 1 qui n'est pas colorisée, parce que le problème c'est qu'une fois que c'est colorié, on peut plus faire de modifications. On lui fait des retours, donc généralement dans ces retours, il y a moi, il y a Jean-Christophe et il y a aussi Jean qui est mon éditeur, c'est le patron de Soleil Édition, jusqu'à ce que les dessins soient validés. Et une fois que les dessins sont validés, on passe à la coloration, on fait des retours sur la coloration, et généralement, à partir de là, on peut plus trop modifier les choses. Ça part en impression, et quelques semaines plus tard, on retrouve ça directement dans les Fnac, sur Amazon, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que entre le moment où on commence à écrire le synopsis d'un tome et le moment où il sort, il y a généralement entre 5 et 6 mois. Ce qui fait que, en fait, c'est quand même, entre guillemets, presque rapide de faire une bande dessinée. Pour rappel, il y a quand même 46 pages à écrire, à dessiner et à coloriser. Ce qui fait que vraiment tous les gens avec qui on travaille sur les bandes dessinées, ils sont vraiment ultra déter, ultra talentueux et vraiment c'est une super équipe. Donc je suis super fier du tome 1, mais je suis aussi super fier du tome 2, du tome 3, enfin de tous les tomes. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment sur un truc, il y a encore plein d'histoires que j'ai envie de raconter, il y a plein d'aspects. Moi, en fait, dans ma tête, chaque tome, il y a une espèce de critique d'un point précis. Ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est plus dur de parler de sujets d'actualité que dans une vidéo, parce que le problème, c'est qu'entre le moment où on est d'accord sur le synopsis et le moment où la BD sort, il y a 5-6 mois, et donc on peut pas parler de trucs vraiment très très chaud, quoi, très très fumant. Et ça, c'est le seul petit truc, le seul petit bémol, mais c'est pour ça que généralement j'utilise les épisodes de Minecraft modé pour ça.
Même si oui, je sais, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode de Minecraft modé. Bon, maintenant vous avez à peu près une idée de, pour moi, comment ça se passe au niveau de la conception des bandes dessinées. Je vais pas mentir, c'est pas moi qui fais le plus gros du travail. Pour moi, c'est surtout un autre moyen d'exprimer un petit peu mes idées et mes pensées. Maintenant, on va passer à une partie qui est très intéressante, c'est l'industrie de la bande dessinée. Partie 3, l'industrie de la bande dessinée. Alors là, dans cette vidéo, je vais parler que de ce que je sais, c'est-à-dire de mon contrat, de ma façon dont moi ça fonctionne avec mon éditeur. Ça veut pas dire que d'autres gens qui sont chez le même éditeur que moi fonctionnent pareil. Ça veut pas dire que toutes les personnes qui font des bandes dessinées auront les mêmes deals, les mêmes fonctionnements, ne serait-ce que le prix de vente varie énormément d'une bande dessinée à l'autre. Moi par exemple, là si on va chez la Fnac, on est à 11,50 € par bande dessinée. Pour le coup, c'est pas moi qui décide, ça c'était entièrement décidé par l'éditeur. Et de façon générale, tout ce qui est stratégie de vente, de publication, etc., c'est vraiment l'éditeur qui décide quasiment tout. Après, 11,50 € pour une bande dessinée, on est plutôt sur la tranche basse des prix de bande dessinée. Ça dépend aussi notamment du nombre de pages qu'il y a dedans. Forcément, nous les bandes dessinées Fuse et Didier, c'est des 46 pages. Ça se vendra pas la même chose qu'une bande dessinée qui fait 150 pages. Ça paraît tout à fait logique. Il n'y a pas la même quantité de travail qui a été mise dedans. Il n'y a pas la même quantité de papier à imprimer. Donc faut comparer les choses entre elles. Sachant qu'en 2001, quand on a commencé à les vendre, il n'y avait pas encore eu tous les délires avec l'inflation, etc. Je crois qu'on était à 10,50, quelque chose comme ça. Donc elles ont augmenté de 60 centimes depuis qu'on a commencé à les vendre. Mais ça, je pense que c'est notamment à cause de la hausse du coût d'impression. Maintenant, de mon côté, j'ai creusé un petit peu pour essayer de découper le prix de vente de ces bandes dessinées. Elles sont vendues à 11,50 €, mais combien est-ce que moi je touche sur ces 11,50 €? Avant de continuer, on va jouer un petit jeu. Mettez dans les commentaires, à votre avis, sur 11,50 € combien je touche. On reviendra sur ce chiffre un petit peu plus tard. Là, je vais vous donner un découpage à peu près estimé de combien est-ce que je gagne par bande dessinée. J'ai pas les chiffres exacts, mais c'est des supposition que moi-même je fais à partir d'informations que j'ai obtenues à droite à gauche, pour un prix de vente final à 11,50 €. Le premier truc qui part, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. En France, la TVA, tout ce que vous achetez, il y a 20% qui part à l'État. Sauf sur certaines choses. En fait, l'État, il encourage la consommation de certains biens de consommation en fonction du nombre de taxes qu'il met dessus. La nourriture de première nécessité, genre le riz, les pâtes, etc. Ça, je dis peut-être une connerie, hein, ça c'est à vérifier. Mais ça a un taux de TVA plus bas, je crois, à 5,5%, quelque chose comme ça, au lieu de 20%. C'est-à-dire que vraiment, ça fait quand même une belle différence sur le prix. Enfin, voilà, il y a plein de choses où la quantité de TVA est diminuée. C'est notamment le cas pour les produits culturels, dont les bandes dessinées. Donc la TVA sur les bandes dessinées, elle est seulement à 5%, ce qui veut dire que quand vous achetez une bande dessinée, vous payez moins de taxes que si par exemple vous achetez un pull. Par exemple, je dis ça au pif parce que sur le Fuse Shop aussi on vend des pulls, et donc on a différents produits avec différents taux de TVA. Ça correspond sur le prix final à 57 centimes du prix final qui vont dans les taxes. Une fois qu'on a retiré les taxes, il y a deux grosses entités qui se partagent le gâteau. Il y a l'éditeur, donc dans mon cas c'est Soleil Édition, voilà, c'est eux qui éditent mes BD, et il y a le distributeur. Le distributeur, c'est celui qui vend les BD. Par exemple, Amazon, c'est un distributeur, la Fnac, c'est un distributeur, Cultura, c'est un distributeur, etc., etc. Chaque distributeur a ses propres deals avec l'éditeur. Moi, par exemple, je suis aussi, à la fois, en plus d'être co-auteur, je suis distributeur parce que sur le Fuse Shop, on distribue des BD Fuse et Didier, et donc je sais à peu près, en tout cas moi dans mon cas, je sais qu'on a 40% de marge sur le Fuse Shop, c'est-à-dire que l'éditeur nous vend les bandes dessinées à un peu plus de 6 €. J'ai plus le prix exact. Du coup, le distributeur, sur les 11,50 €, il prend 4,6 €. Ce qui est une très belle part du gâteau. Au passage, vous allez voir après, ce qui reste pour les scénaristes, pour les auteurs, pour les dessinateurs, c'est pas tant que ça. La deuxième grosse entité, comme je le disais, c'est l'éditeur. L'éditeur, il a quand même pas mal de responsabilités. Notamment, c'est lui qui est chargé d'imprimer les bandes dessinées. Malheureusement, j'ai pas les chiffres du coup que ça coûte d'imprimer une BD Fuse et Didier. J'ai fait des estimations à partir de ce que j'ai vu sur internet. Forcément, plus vous imprimez de bandes dessinées, moins ça va coûter cher parce qu'il y a des économies d'échelle. Forcément, ça va dépendre de la taille de votre bande dessinée, de la qualité du papier, de la qualité de l'impression, des couleurs que vous mettez. Donc vraiment là, tout est différent. Moi, j'ai compté 2 € par impression de bande dessinée. C'est un chiffre qui me paraît cohérent. Ensuite, l'éditeur, en plus de s'occuper de l'impression, il doit gérer aussi la partie promotion de la bande dessinée. Alors évidemment, moi, je fais de la promotion sur YouTube. J'en parle, je fais de la pub. Mais par exemple, je sais qu'ils achètent des bandes dessinées dans des magazines. J'ai déjà vu des photos avec la BD Fuse et Didier dans le magazine de Mickey. Je sais que parfois, ils achètent aussi des espaces publicitaires dans la rue. Et j'ai compté un budget de promotion de 1 € par bande dessinée. Pareil, là pour le coup, j'en ai absolument aucune idée de ce que ça représente. Je pense objectivement que ça doit être un petit peu plus bas, mais je préfère prévoir large, histoire d'avoir un petit peu une vue générale. Et ensuite, sur ce qui reste, on va enfin pouvoir payer les scénaristes, les dessinateurs et le co-scénariste qui est moi.
Alors moi, mon contrat, il stipule que je touche 4% du prix final de vente de la bande dessinée. Ce qui correspond à 46 centimes sur chaque bande dessinée qui est vendue. Objectivement, moi, quand on m'a dit ce chiffre, j'étais en mode, quoi 46 centimes sur une BD qui est vendue à 11,50 €. Après, ça fait un petit peu de sens quand on voit tous les coûts associés qu'il y a derrière, quand on voit les taxes, la marge du distributeur, et après le distributeur commençait pas à dire, oui, le distributeur, il s'en met plein les poches, nanana, parce qu'en réalité, le distributeur, il a aussi des coûts à lui. Il a les coûts logistiques, faire venir les bandes dessinées dans les magasins, il a des coûts de juste de fonctionnement. Par exemple, la Fnac, elle doit payer un loyer, elle doit payer des employés. Enfin, voilà, c'est pas aussi simple que la Fnac, ils prennent 4,60 €. Non, c'est vraiment assez complexe, et tout ce que vous voyez, il y a des coûts qui sont associés. Donc voilà, moi je touche 46 centimes par bande dessinée vendue. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins que ce que vous imaginiez? Ensuite, il y a la dessinatrice et le deuxième scénariste, donc Jean-Christophe, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Je sais pas exactement combien ils sont payés. J'estime qu'ils ont à peu près le même deal que moi, c'est-à-dire 4% du prix de vente final. C'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais voilà, j'ai considéré qu'ils touchaient pareil que moi, 4%, c'est-à-dire 46 centimes sur chaque bande dessinée vendue. Ce qui fait qu'à la fin de la journée, il reste 1,60 €, et ces 1,60 €, ils rentrent dans la poche de l'éditeur. Tout comme pour le distributeur, l'éditeur, c'est pas du profit, voilà, il va pas aller acheter des Lamborghini avec l'argent de Fusée Didier, parce qu'il a quand même des employés à payer, il a quand même des locaux à payer, il faut qu'il paye aussi les avances, parce que ça c'est un point dont je vais vous parler juste après. Mais voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et surtout l'éditeur, en réalité, il prend des risques en éditant des bandes dessinées. Mais par exemple, s'ils vont voir des petits dessinateurs ou des petits scénaristes qui sont peut-être un peu moins connus, et qui, par exemple, qu'ils impriment 3000 bandes dessinées et qu'ils arrivent pas à les vendre, et bah c'est eux qui perdent l'argent, c'est pas le dessinateur ou le scénariste. Donc en fait, ils perdent de l'argent sur certaines BD, ils gagnent de l'argent sur d'autres BD, et donc à la fin, il faut qu'ils s'y retrouvent, et forcément, il faut qu'ils fassent une marge. Maintenant, dans tout ça, il y a un poste de dépense que je vous ai épargné, et ce poste de dépense, c'est Frigiel. Oui. Je vous ai dit qu'il y avait eu un petit peu de drama. En fait, quand Frigiel m'a appelé, forcément, il avait une petite idée derrière la tête. Il allait pas se créer de la concurrence à ses propres bandes dessinées, tout ça gratuitement, juste pour le plaisir d'arroser les copains. Ce qu'il a négocié, et bon, là où il a un peu merdé, c'est qu'il l'avait pas vraiment dit aux youtubeurs qu'il avait contacté, mais ce qu'il a négocié, c'est une petite partie de la part de l'éditeur qui revenait dans sa poche à chaque bande dessinée vendue. En l'occurrence, j'ai pas les chiffres exacts, mais je crois qu'il touche un tout petit peu moins que moi. Il doit toucher 3% du prix de vente final, ce qui correspond à 35 centimes par bande dessinée, ce qui est pas mal. Franchement, objectivement, je pense qu'il a fait une très très bonne affaire là-dessus. Et comme je disais, ça a créé un petit peu de drama. Il y a un youtubeur notamment qui a vraiment pas aimé ça, qui était pas mal engagé dans le processus de création de sa propre BD, et quand il s'est rendu compte que Frigiel prenait un morceau et que personne lui avait dit, en fait, il avait pas été prévenu, je crois qu'il a vraiment, sur le principe, il a pas trop apprécié, et du coup il s'est barré et il est parti faire sa bande dessinée tout seul, qui est un autre moyen de faire les bandes dessinées. Je reviendrai dessus un petit peu après, et c'est assez intéressant aussi. Mais voilà, c'est pour ça que quand sur le Reddit je parle de mettre les bandes dessinées Fusée Didier sur les bandes dessinées Frigiel et Fluffy, c'est de bonne guerre, parce qu'en réalité Frigiel il y perd pas grand chose. Je crois que il doit perdre 10 centimes quoi. Mais bon, il se met bien sur les autres BD Fusée Didier vendus, c'est kiff kiff, j'ai envie de dire. Bref, je vous ai parlé du coup d'une autre façon de faire, et cette façon de faire, c'est l'autoproduction. Là vous êtes d'accord, l'éditeur il prend une grosse partie du prix de vente final, il prend 6,40 € ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui se passe si je vais voir un scénariste moi-même? Qu'est-ce qui se passe si je vais voir un dessinateur moi-même? Si je vais voir les usines de production de bande dessinée moi-même? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux pas gagner un peu plus? Et bah c'est ce que certains ont fait. Le bon exemple de ça par exemple, c'est Bob Lennon avec les aventures du Pyro Barbare. Là vous voyez que en gros l'idée pour lui c'était de faire une bande dessinée sans passer par une maison d'édition, en faisant tout lui-même, et il a quand même réussi à en vendre une bonne grosse pelletée quoi, 1 800 000 € récoltés. Après dites-vous que sur ces 1 800 000 €, c'est pas aussi simple que il récupère 1 million dans sa poche, parce que je pense que ça doit être écrit, les coûts de production quelque part, je sais pas, c'est pas dit, mais voilà, sur les 1 million en fait en réalité, déjà il doit faire imprimer des pulls, la hache, enfin voilà, toutes les récompenses à toutes les personnes qui ont participé au crowdfunding. Ensuite il doit payer les dessinateurs, je crois que c'est pas juste une BD aussi, il y a tout un univers autour. Donc en réalité sur les 1 800 000, peut-être qu'il en a touché 200, 300 000, j'en sais rien, mais en tout cas par unité de BD vendue, c'est sûr qu'il a touché plus que s'il était passé par un éditeur. Mais le problème derrière ça, c'est que les éditeurs, en réalité, ils ont pas mal de connexions avec beaucoup de distributeurs, notamment les distributeurs en France, les distributeurs un peu legacy, Carrefour, la Fnac, Cultura, voilà, tous les distributeurs un peu les grandes chaînes. C'est très difficile, si vous faites votre bande dessinée vous-même, de vous faire accepter dans ces magasins. Il faut avoir vraiment un gros track record, c'est-à-dire prouver que tu vends beaucoup de BD sur ton site internet. En magasin, c'est ce qu'on appelle des achats d'impulsion. C'est tu passes avec ton daron, tu fais oh putain, la BD de ce youtubeur, je le connais, est-ce qu'on peut le prendre? Le daron il se dit ah ça va, c'est une BD, il va lire, etc. Et en fait, en réalité, 80
90% des ventes des BD, elles sont faites sur des achats d'impulsion ou alors pour les fêtes de Noël. Et les darons, ils voient ça, ils font ah oui, attends, c'est le youtubeur, je le connais, hop, je prends la BD pour Noël et je lui offre un cadeau. Globalement, c'est à peu près ça le truc. Donc en fait, en ne passant pas par un éditeur, tu te coupes potentiellement de énormément de ventes, mais par contre, sur chaque bande dessinée, tu touches beaucoup plus. C'est un calcul à faire, c'est un calcul à avoir. Objectivement, peut-être j'aurais fait différemment si je recommençais aujourd'hui. Maintenant, c'est aussi une grosse galère. En réalité, avant de signer le contrat, j'avais quand même regardé est-ce que je peux pas faire ça moi-même, est-ce que je peux pas moi-même aller voir les imprimeurs, aller voir des scénaristes. Trop compliqué. En fait, en réalité, je préfère me concentrer sur les vidéos, toucher quand même pas mal moins, mais à la fin de la journée, je m'y retrouve parce que je vends beaucoup plus de BD avec une maison d'édition que sans. Maintenant, il y a un dernier sujet que j'ai pas abordé, c'est le Fuse Shop. Puisque si vous regardez bien sur le Fuse Shop, je vends des BD Fuse et Didier. Et là, par contre, en termes de marge, je gagne beaucoup plus quand quelqu'un achète une bande dessinée sur le Fuse Shop que quand quelqu'un l'achète à la Fnac. Après, je gagne pas tant de plus que ça, puisqu'en fait, en réalité, il y a des coûts d'expédition qui sont associés, et en fait, ça vient manger sur la marge. Comme je disais un petit peu plus tôt, quand j'achète les BD, je fais 4,60€ de marge, un truc comme ça, 4,50€. Mais derrière, il y a 2€ d'expédition qui sont pas reflétés dans les coûts d'expédition du Fuse Shop. Donc en fait, à la fin de la journée, je me retrouve avec 2,50€ par BD contre 50 centimes normalement. Donc voilà, je suis quand même gagnant, mais c'est pas non plus ça qui va me rendre riche, notamment encore plus que sur le Fuse Shop, il n'y a pas tant de ventes de BD que ça, puisque comme je disais, c'est surtout des achats d'impulsion. Et c'est surtout fait dans les magasins physiques. On en vient donc à la 4e partie. Combien est-ce que je gagne? Combien ça me rapporte tout ça? Ce qui se passe, c'est que tous les ans, je reçois un rapport de la quantité de bandes dessinées que j'ai vendues. Je crois que c'est en mars, si je dis pas de bêtises. Donc là, j'ai pas les chiffres de la dernière année. Donc là, dites-vous que ce que je vais vous dire, c'est jusqu'à mars 2023. Donc il y a un an de plus après de BD. Alors voilà ce que j'ai vendu par tome de BD Fuse et Didi. En 2023, au total, j'avais vendu 56 000 tomes 1, 36 000 tomes 2, 23 000 tomes 3. Et j'ai pas le tome 4 et le tome 5 puisqu'ils sont parus en 2023 et que j'ai eu mes relevés avant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, ça augmente les ventes des anciens. Genre, c'est un truc vraiment mécanique. Et pareil, à chaque Noël, il y a vraiment des gros bons dans les ventes. Bon, malheureusement, j'ai les relevés qu'une fois par an, ce qui fait que j'ai pas les autres ventes. Au total, sur toutes mes bandes dessinées, mon relevé de droit d'auteur, enfin ce qu'on m'a payé en droit d'auteur, au total, ça correspond à 51 000€ de droit d'auteur que j'ai perçu avec les bandes dessinées Fuse et Didier. Ah ça, il faut retirer comme d'habitude. Vous avez l'habitude avec les youtubeurs qui vous disent ça, mais il faut retirer les prélèvements sociaux et les impôts, ce qui correspond à peu près à la moitié, mais comme tous les revenus que vous percevez, voilà, demain vous avez un CDI, en réalité il y a la moitié qui part en taxe aussi, donc ça c'est, voilà, il faut comparer les choses qui se comparent ensemble, mais voilà, globalement, 51 000€ de droits d'auteur sur 2 ans de bande dessinée, c'est quand même pas mal, ça fait 25 000€ par an. Maintenant derrière, c'est pas non plus ça qui va me rendre riche, comparé à ce que ça représente sur une OP, comparé à ce que ça représente sur les vues qu'on fait sur YouTube. C'est pas ça qui va payer les monteurs, c'est pas ça qui va payer les locaux, c'est pas ça qui va... Voilà, ça met du beurre dans les épinards, mais surtout au-delà de ça, c'est vraiment l'occasion d'avoir un super produit que les gens peuvent trouver en grande surface. C'est toujours une fierté de... Moi, chaque fois que je vais à la Fnac, je vais dans les rayons BD, je regarde, ah, mais mes BD, elles sont là, ah, elles sont bien placées, ah, là, elles sont moins bien placées. Enfin, en vrai, c'est juste un gros kiff d'avoir ça, et globalement, je suis juste super content aussi de toutes les personnes qui m'envoient des photos avec les BD, c'est vraiment une grosse fierté. C'est un des projets desquels je suis le plus fier de toute ma carrière de YouTube. Et voilà, continuer à lire les BD et nous on continuera à en faire. En tout cas, je sais pas jusqu'à quand, mais jusqu'à ce qu'on ait des choses encore à raconter. Et voilà, peut-être je vous ferai une petite update dans 2-3 ans, histoire de voir est-ce que les ventes ont augmenté, est-ce que les ventes se sont réduites, est-ce que j'ai réussi à renégocier mon contrat. Non, j'ai déjà essayé plusieurs fois de le renégocier, je me suis pris des toses. Donc j'ai le seum, mais bon voilà, écoutez, ça fait partie du jeu. Si vous appréciez le business de YouTube, si vous appréciez la transparence dont je fais preuve dans ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.